Alors, la passion de la danse m'a animée depuis toute petite. J'ai toujours dansé. En Guadeloupe, entre 5 et 6 ans, je dansais à l'école. On avait une activité de danse avec une instite. Et ce qui m'a permis de connaître la danse d'abord Groka, de chez moi, entre 6 et 7 ans. Et ensuite, j'ai voyagé en métropole, dans l'Hexagone. Et j'ai continué à travailler sur tout ce qui était artistique. Je faisais du patin, je faisais de la gymnastique, de la danse rythmique. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré d'abord des chorégraphes originaires du Congo et qui m'ont permis de poursuivre un peu dans cette voie qui m'animait, dans cette vocation qui est devenue après une vraie vocation artistique. Voilà, donc j'ai pu côtoyer différents professeurs et surtout différents chorégraphes. D'abord côtoyer plutôt des chorégraphes originaires de l'Afrique, aussi bien d'abord l'Afrique centrale, mais surtout également, je dirais, l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, des professeurs qui arrivaient après les indépendances d'Afrique et qui restaient en France et qui ont formé de nombreuses, on va dire, et surtout de nombreuses femmes antillaises à renouer avec nos racines africaines. Et c'est comme ça que j'ai été baignée, on va dire, dans les danses africaines. Et quand j'ai monté ma compagnie, j'ai tout de suite mis dans un carrefour et dans un triangulaire, la Caraïbe, de notre côté, plus la Guyane, et également l'Afrique et la France, comment la France nous percevait. Et voilà, j'ai tenté, en partant de la danse traditionnelle, de faire ce travail. Alors écoutez, j'ai passé le bac à 20 ans. Et ensuite, très rapidement, déjà même avant le bac, je faisais la danse, je voyageais avec quelques groupes de musique, quelques ballets. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai continué. Des chanteurs m'ont proposé. J'ai travaillé avec Peter Gabriel, qui avait repéré beaucoup d'artistes dans les années 90, d'artistes africains de différents pays d'Afrique et également d'Amérique du Sud. Et c'était vraiment la période de Kassav, vous voyez. Donc c'est comme ça que les danseuses antillaises nous sommes fait repérer dans tous ces groupes, puisque les groupes de musique avaient souvent des danseurs et des danseuses. Alors c'est vrai que quand je suis arrivée en France, je découvre à la télé la danse classique. Et quand j'allais en cours avec mon prof Assai Samba, qui était originaire du Congo, il me disait « Chantal, va faire de la danse classique, tu es très souple, mais il faut que tu manques un peu de tonicité, il faut que la danse classique puisse te redonner de la tonicité et utiliser ta souplesse. » Je suis allée, et comme j'étais très forte, je suis allée prendre un cours, on m'a dit « Demain, en collant et rentrez vos fesses ». Et j'étais complexée, j'avais 14 ans, je ne suis jamais revenue. J'ai continué plutôt le jazz et la danse africaine. Et c'est vrai que l'Afrique m'a bien reçue avec ce corps calipige que j'ai et du coup m'a réconciliée quelque part. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas gardé de complexe, mais en tout cas, pour la scène, j'ai su voilà, affronter la scène avec ce corps. Et parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon chemin qui m'ont accompagnée. J'ai rencontré Montalvo Hervieux, Dominique Hervieux et José Montalvo, qui étaient des chorégraphes contemporains, qui ont su mettre en valeur différents corps, pas que le mien, mais différents corps, grands, petits, gros, et surtout différentes esthétiques, et en tenant compte des danses aussi en provenance de nos territoires et de nos identités. Et moi, étant donné que j'étais de cette identité des Antilles, mais ayant travaillé autour de différentes danses, j'ai pu voilà, côtoyer ces chorégraphes et aussi mixer avec d'autres propositions esthétiques qu'ils avaient dans leur compagnie. Alors, ma plus grande expérience, je dirais que les toutes premières, c'est des spectacles de fin d'année à l'école, quand vous préparez un spectacle. Et après, la plus grande expérience, la toute première qui m'a marquée, c'est que je suis partie au festival de Carthage en Tunisie, j'avais 17 ans. J'étais encore à l'école et j'ai fait une tournée de 10 dates
en Tunisie, entre le ballet, puisque le ballet que je fréquentais, qui était le ballet Locolé, avait un orchestre et avait un ballet. Et on a fait 5 dates avec le ballet et 5 dates avec l'orchestre et je dansais avec les deux. Un très bon souvenir, parce que vous savez, ce sont des souvenirs marquants. Vos premières dates, ça marque toujours. Et une grande ouverture aussi, parce que c'était encore des endroits où il y avait encore des moyens. Donc, et une grande ouverture sur la culture et sur la singularité des gens et l'altérité. Écoutez, quand on crée une compagnie, on est jeune, hein. En tout cas, il y avait quelque chose de sûr, c'est que nous voulions mettre nos singularités et nous avions une fièvre de danser. Donc nous étions des filles, nous avons fait appel à des musiciens et que des femmes danseuses, mais musiciens sur scène, enfin musiciens qui nous accompagnaient plutôt. Et l'idée, c'était vraiment, nous étions des filles qui avions travaillé avec tous ces maîtres à danser, des ballets qui étaient restés à Paris. Donc nous étions revisiter ce qu'ils nous avaient appris. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre notre identité, on va dire, métisse, notre diversité qui était l'Afrique, qui était en même temps le jazz, le classique, qui était la Martinique, la Guadeloupe. C'était mélanger tout ça et en faire, on va dire, une sauce créole, mais bien pimentée, et qui puisse être à la hauteur aussi, avec beaucoup de rigueur. Et c'était ça le combat, et faire connaître une culture qui appartenait aussi à ces différentes régions de France et la faire entendre, même si aujourd'hui elle est encore difficilement entendable, ou en tout cas pas dans la manière dont on voudrait la faire entendre. Écoutez, dans Difécaco, j'ai beaucoup de métissage, on va dire beaucoup de gens d'une double culture, originaires soit de l'Afrique ou soit des Antilles. Et sinon, au-delà de cette double culture afro-descendante, j'ai eu des personnes originaires de l'Asie, donc Taïwan, il y en a d'autres, Japon, la Chine aussi. On a eu un peu voilà, des personnes qui nous ont accompagnés du côté de l'Asie, du côté aussi de l'Afrique du Nord. On a eu aussi des personnes du Maroc, de l'Algérie. Et voilà, et ça s'ouvre encore. On a des personnes de la Réunion qui nous rejoignent aussi. On a des personnes de la Guyane. Voilà, enfin, en dehors des Antilles, voilà. Je dirais que l'altérité la plus loin, presque, c'est, en dehors des Outre-mer et des Antilles, c'est l'Asie que j'ai pu avoir dans ma compagnie. On est à peu près une quarantaine de personnes dans la compagnie. Entre, on va dire, musiciens-danseurs et aussi le bureau, la production. Voilà. Alors le festival Le Mois Créole est né, d'abord c'était pas un festival, c'était un moment créole que nous devions acter un week-end, qui est devenu un festival parce que c'était une période où j'avais beaucoup de partenaires avec lesquels je travaillais avec la compagnie Difécaco qui m'ont dit « Ah, mais nous sommes intéressés par ta proposition ». Et du coup, comme on a vu que finalement ça prenait un mois, la personne qui était chargée de la communication à cette période au sein de la compagnie m'a dit « Mais pourquoi on ne l'appelle pas Festival Mois Créole ?» Et c'est comme ça que c'est né, mais ça n'avait pas été pensé. Et du coup, l'institution nous a suivis parce que ça a coïncidé, je pense, avec une période politique sur la souffrance des territoires, de ne pas que tout soit peut-être dans les grandes villes, concentré dans la capitale ou dans les grandes villes, et que les territoires étaient en souffrance. Et du coup, ça correspondait aussi aux territoires, bien évidemment, des Outre-mer. Et les politiques, hein, puisque c'est évidemment et éminemment bien souvent politique, ont considéré que c'était un projet intéressant, et intéressant dans l'idée que j'avais de développer de l'itinérance, en se disant que les territoires en avaient besoin et que dans les territoires, dans l'Hexagone, nous avons des originaires d'outre-mer. Et quel pont, moi aujourd'hui sur ce festival, c'est quel pont je peux faire avec les Outre-mer en faisant aussi une proposition en Martinique, Guadeloupe et Guyane,
avec la France et dans cette itinérance et dans cette circulation des artistes. Et comment la compagnie d'Ifekako peut être moteur et peut être la locomotive de ce projet. Messieurs et dames, bien bonsoir, mais nous rivez. Messieurs et dames, bien bonsoir, nous venons jouer. Messieurs et dames, bien bonsoir, le bonheur, nous venons jouer. Messieurs et dames, bien bonsoir, nous venons à la JSF. Messieurs et dames, bien bonsoir, tout le monde qui l'a. Messieurs et dames, bien bonsoir, la beauté. Je dirais que c'est assez cloisonné encore. On a encore beaucoup de mal à se faire entendre. Pardon ? Jusqu'à présent, ça dépend de quelle forme esthétique vous délivrez et que vous employez. Et ils ne sont pas ouverts à un éclectisme de formes esthétiques. Je trouve que ça reste encore très fermé. Il y a quand même encore un endroit où il y a un seul regard et il n'y a pas des multiplicités de regards et des multiplicités d'offrir au public des multiplicités de propositions artistiques. Donc je trouve que c'est encore assez fermé. Contrairement aux États-Unis qui suivent beaucoup, ou même les chercheurs maintenant des universités françaises ou des États-Unis qui suivent beaucoup mon travail, et surtout mes questionnements afro-identitaires et afro-descendantes. Je suis très suivie aussi par des universitaires aux États-Unis et je trouve que je sens que la France est encore assez fermée à cet endroit-là, à mon sens, pour l'instant. Voilà. D'être noir, oui, pas complètement, oui, mais pas complètement non plus. Par contre, dans la forme que nous pourrions proposer, ça reste compliqué. Et ça reste compliqué surtout d'être femme à tous les niveaux. Et quand on est noir, encore plus. Et voilà. Et quand on a des esthétiques qui tiennent de notre patrimoine, voilà, qui sont éminemment contemporains, en plus, qui sont très vivants. Mais c'est toujours la manière dont on a de l'exprimer qui parfois ne correspond pas aux critères attendus. Moi, je trouve qu'il faut faire attention qu'on ne perde pas nos danses additionnelles. Et pour l'instant, l'Arida qui est venue, j'ai accompagné, j'ai aidé. J'ai fait du lien pour qu'ils puissent découvrir le maximum d'artistes, même s'ils n'ont pas tout découvert, mais je pense qu'ils ont pu découvrir énormément de choses. Et ils ont été interpellés à plusieurs niveaux. L'un des niveaux, c'était qu'est-ce qu'ils peuvent faire remonter auprès de l'État pour que nos traditions des régions ne se perdent pas, y compris les régions d'outre-mer. Et les régions d'outre-mer
est un exemple puisque nous sommes multiples dans les régions d'outre-mer en termes d'esthétique et surtout en termes d'influence identitaire, puisque nous avons des gens qui arrivent de l'Inde, nous avons le Kalinago, donc l'Arawak, on va dire, qui est de l'Indien Caraïbe. On a aussi les Syriens, les Arabos, aussi syriens qui sont arrivés. On a eu aussi une influence asiatique et la plus forte influence qui est quand même l'Afrique. Donc tout ça, nous sommes déjà un peuple très métis, ce qui fait du coup cette créolité. Et parfois, elle n'est pas toujours comprise et entendue. Et comment faire pour ne pas perdre nos traditions et à la fois qu'on respecte nos formes d'esthétique, ou en tout cas qu'on soit plus curieux et qu'on soit plus ouvert peut-être, je dirais presque pour faire du liennage et du tissage et du tricotage avec l'autre. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire en sorte que je vis en métropole, je vis dans l'Hexagone et j'ai des artistes qui sont très attirés pour mon travail. Et parfois, quand ces artistes, on va dire simplement blancs ou autres, ou asiatiques ou autres, peuvent être attirés par ce travail, souvent on porte un jugement sur eux en disant mais comment ils peuvent se permettre et comment ils peuvent porter cette culture. Par contre, quand nous, en tant qu'Antillais, identité outre-mer, allons avec une esthétique et une démarche qui pourrait leur correspondre, il n'y a pas de frein. Et au contraire, ils prennent, à ce moment-là, ils prennent et ils sont d'accord avec ça. Il n'y a pas de frein. Par contre, quand ce sont à l'inverse des personnes de la métropole qui viennent vers nous, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et aussi bien au niveau des musiciens que des danseurs, j'ai souvent entendu des remarques. Et à l'inverse, non, à l'inverse, on prend puisque vous venez vers nous, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de prendre de notre identité et au contraire à foisonnement. Et c'est quasiment celle-ci qu'on va choisir. On va choisir celle-ci et c'est celle-ci qu'on va prendre puisqu'elle correspond à nos critères. Par contre, quand c'est à l'inverse, que ce sont des gens de chez moi, de chez eux, enfin en tout cas de la France plus précisément, et qui sont blancs et qui n'ont pas cette culture-là au départ dans leur gène, eh c'est difficile pour eux d'intégrer des propositions comme les nôtres, ou en tout cas, la France elle-même censure cette approche que des personnes, j'ai entendu encore pendant la RIDA, et déjà avant la RIDA, cette censure de personnes qui ne seraient pas noirs ou antillais en tout cas, qui viendraient vers mon travail, travailler avec moi et m'accompagner de ce travail en disant ils ne peuvent pas porter aussi ce travail quoi, et le défendre. Voilà. Je pense qu'il faut repenser les lieux aux Antilles, il faut repenser les lieux fermés, il faut faire du marronnage. Je pense qu'on est dans une culture de marronnage, nous avons marronné toute notre vie et je pense qu'encore plus maintenant, avec l'écosystème culturel, l'écosystème environnemental, je pense qu'il faut réutiliser notre île. Et du coup, il faut retravailler autrement et exploiter nos lieux, notre environnement d'une autre manière et ne pas se focaliser sur ce que c'est que les lieux fermés en hexagone ou ailleurs dans des pays hyper et ultra développés. Nous, on a autre chose et j'ai le sentiment qu'on peut exister autrement avec d'autres lieux, d'autres endroits. Écoutez, moi j'ai pas trop eu le choix d'arriver en France. Ma mère est venue me chercher sans me demander mon choix puisqu'elle m'avait laissée toute petite aux Antilles en nourrice. Et elle est venue me chercher, elle m'a pas demandé mon avis, donc moi j'ai fait avec. Et peut-être que chasser le naturel, il revient au galop. J'étais de manière intrinsèquement et viscéralement liée à cette culture afrodescendante, de nos danses au tambour, comme je dis. Et pour moi, c'était comment les développer et les faire être un peu une ambassadrice, si vous voulez, de ces cultures pour faire le lien
avec l'Hexagone. Déjà d'une, de ne pas hésiter, parce que moi je sors d'une époque où il était interdit de danser, enfin en tout cas 90% des Antillais, on va dire des personnes des Outre-mer dansent, sont dans la culture. Après de là en faire son métier, déjà c'est difficile, les parents ne souhaitent pas, et que si vous avez vraiment envie, il faut être exigeant. N'hésitez pas à y aller vraiment, parce qu'ici aux Antilles, il y a tellement peu de travail dans ce métier, et il est clair que ça freine et on n'y est pas complètement, et c'est dommage. Et surtout, ce que je leur dirais, c'est n'hésitez pas, comme nous sommes dans une archipel et que nous sommes dans une insularité, n'hésitez pas à aller vous former, à avoir de l'expérience et de faire régulièrement un va-et-vient, afin que vous puissiez voir ce qui se passe ailleurs et vous former au mieux. Voilà. Mais revenez au pays, mais dans le va-et-vient. Dans le va-et-vient, parce que sinon ça reste compliqué de voir plusieurs possibilités et comment évolue aussi le contexte culturel. Voilà. Oui, merci à vous.